va commencer peut-être avec une présentation d'Ageo. Charles-Philippe, expliquez-nous, c'est quoi Ageo? Qu'est-ce que vous faites? Avec qui? Voilà, combien vous êtes? Alors, je vais essayer d'être rapide. Donc, Ageo Assurance est un courtier et gestionnaire familial qui fête sa 40e année. Ageo fait un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, répartis pour 80% en santé prévoyance collective, 10% en retraite, protection sociale du travailleur non salarié et 10% en yard. Et une des particularités, c'est qu'on gère des prestations santé prévoyance d'un peu plus de 700 000 personnes. Et je rajouterais simplement que nous avons également développé une activité qui vient à la conjecture de tout ça, à savoir la transition emploi-retraite, pour voir comment optimiser le haut de la pyramide des âges dans les entreprises, soit pour retenir les salariés qui souhaiteraient, par pénibilité, usure ou autre, faire valoir leur droit à la retraite le plus vite possible, ou au contraire, accélérer un petit peu le flux de départ à la retraite pour faciliter les réorganisations dans les entreprises. Alors, on va démarrer ce talk sur la question des services. Pourquoi sont-ils si importants les services pour les entreprises que vous couvrez? Je pense que la question des services est une question qui est très large et que je vais essayer peut-être de synthétiser en disant que depuis plusieurs années, on va dire une petite dizaine d'années, il y a quand même un certain nombre d'éléments additifs au cœur du contrat d'assurance, à savoir les garanties et le taux de cotisation proposé, qui ont pu se voir davantage proposés par les assureurs, les mutuelles, les institutions de prévoyance. Je mets un tout petit peu de côté les acteurs spécialisés, les réseaux de santé notamment, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et ce que nous on observe, c'est que avec le Covid, il y a vraiment eu une accélération de l'intérêt pour les entreprises de davantage capitaliser sur ce que proposaient les acteurs du marché. Alors je pense que du côté des organismes d'assurance, proposer davantage de services, c'était aussi l'occasion, dans un marché en assurance de personnes, encore une fois, extrêmement concurrentiel, où le prix est très souvent un élément majeur de différenciation, eh bien, c'était en offrant des services additifs autour de la santé, autour de la prévoyance, autour de la prévention, un moyen efficace de pouvoir participer à cette différenciation. C'était aussi, pour les assureurs, un moyen intéressant de gagner davantage en visibilité, puisque une très grande partie des contrats courtés, ou non, sont en tout cas gérés par des acteurs tiers, gestionnaires spécialisés ou courtiers gestionnaires. Et donc, très souvent, finalement, l'assureur est caché et moins visible par les salariés et les RH. Et donc, finalement, le fait de proposer ces services donne l'occasion aux organismes d'assurance de pouvoir davantage être visibles de leurs clients et donc participer finalement à une forme de rétention, c'est-à-dire en étant plus visible, en donnant des éléments supplémentaires aux garanties proposées, et bien quelque part, les organismes d'assurance partent du principe qu'ils pourront rester davantage dans le jeu. Et donc finalement, on a vu florilège de services avec plus ou moins de créativité arriver de la part des assureurs, mais aussi évidemment accompagné par foultitude de start-up, tech diverses et variées qui ont apporté plein de nouveaux services très différenciants qui pour certains ont été directement intégrés dans les briques de catalogue des services. Donc je pense que pour les entreprises, et on y reviendra sans doute, il y a aussi un vrai enjeu depuis quelques années de davantage saisir l'opportunité de déployer ces services auprès des salariés et des RH. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles tendances sur la stratégie de service? Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est des entreprises ou des assureurs qui souhaitent dépasser l'effet catalogue, faire en sorte que les services soient réellement utilisés, plus pertinents. Est-ce que vous avez constaté ça côté courtier? Alors c'est une question extrêmement intéressante à plusieurs titres. Il faut déjà rappeler que au niveau des services proposés en assurance de personnes, il faut reconnaître qu'il y a quand même un noyau dur. L'assistance, la téléconsultation médicale, éventuellement le deuxième avis. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de services proposés par à peu près tous les acteurs de la place. Et puis après, on voit effectivement d'autres services en frais de santé ou en prévoyance, ou même éventuellement sur des thématiques plutôt RH
autour de l'absentéisme, autour de la marque employeur, autour éventuellement de soutien, autour de formation managériale, donc des choses qui s'éloignent de la santé et de la prévoyance, qui sont proposées. Et donc, on a vu quand même qu'il y avait grosso modo 2 stratégies avec une variante sur l'une d'entre elles proposée par les assureurs. Le premier, c'est d'avoir pour le coup une forme d'approche catalogue. Et je pense que le terme est juste, c'est de dire on a, nous, organismes d'assurance, tel service, c'est inclus en dur, ça ne l'est pas, c'est en option, mais en tout cas, on ne peut pas se départir de la chose. Et après, on a une deuxième stratégie de la part de certains acteurs du marché qui, de mon point de vue, est plus pertinente et plus adaptée aux besoins de nos clients, qui est de dire il y a un certain nombre de services proposés, mais si vous, entreprise, ou éventuellement vous, courtier, vous avez des prestataires qui mériteraient effectivement d'être sollicités ou que vous souhaiteriez qu'on sollicite, on peut tout à fait effectivement élargir notre panel de services et tout à fait intégrer ces partenaires dans le déploiement de services adaptés. Et ça m'amène effectivement à la variante. On a même vu certains assureurs carrément créer des BU spécialisés sur les services. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez Wally, qui est une filiale du GAN. Et il faut rappeler quand même qu'il y a encore 7 ans de ça, il partait de très loin le GAN. Il partait juste d'une présentation où il y avait la téléconsultation et l'assistance. Et aujourd'hui, ils font partie, de notre point de vue, vraiment de ces leaders qui ont une offre de service extrêmement complète avec une approche d'accompagnement pour les entreprises extrêmement qualitative. On a plus récemment, par exemple, Flex, qui est là aussi une filiale de la Mutuelle Générale. Et là aussi qui offre un ensemble de services auprès des clients. Et donc on voit effectivement une forme d'évolution avec une marque, ou en tout cas un affichage service de la part des organismes d'assurance beaucoup plus marqué. Et je compléterai simplement en disant que du côté des intermédiaires, je pense qu'il peut y avoir aussi quelque part 2 approches. L'approche là aussi catalogue en disant nous souhaiterions, nous intermédiaires, proposer à tous nos clients un panel de services qui irait en remplacement de ceux proposés par les organismes d'assurance ou en plus, et une approche qui est celle d'Ageo, qui est plutôt une approche d'être agrégateur de services en disant que compte tenu de notre connaissance du marché, nous pensons qu'il est plus judicieux de pouvoir piocher là où c'est pertinent pour créer vraiment un assemblage qui répondra le mieux possible aux besoins des clients. Alors, au-delà de ce relais de croissance, est-ce que les services peuvent apporter autre chose, notamment aux intermédiaires? Alors oui, je pense que là-dessus, il y a un vrai enjeu pour les intermédiaires de se saisir du sujet. Pour une première raison, surtout quand on parle de protection sociale complémentaire et pour beaucoup, voire même la quasi-totalité entre nous, avant tout de santé complémentaire, c'est avant tout de parler d'autre chose que seulement la base de remboursement, le contrat responsable et éventuellement la mise en place d'une surcomplémentaire. Donc déjà, parler des services nous permet à tous de parler d'autre chose et donc de coller aussi avec les réalités de nos clients. Parce que la santé est évidemment important, mais aujourd'hui, la marque employeur, le bien-être, la QVT, les risques psychosociaux sont des thématiques là aussi qui sont connexes à la protection sociale complémentaire et donc je pense que les intermédiaires ont aussi un rôle, pour ne pas dire une responsabilité, de pouvoir aussi élargir le discours. Ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, je pense aussi que c'est pratiquement une obligation. Je m'explique. Quand on vend un contrat d'assurance, qu'on l'a conseillé, qu'on l'a bâti, que c'est un contrat sur mesure et qu'il existe des services inclus dans l'offre assurantielle, la moindre des choses, c'est qu'on organise la communication, qu'on aide le client à pouvoir le promouvoir auprès des salariés. Aussi pour une raison, je pense, commercialement très élémentaire, c'est que si on ne le fait pas, il y aura bien un de nos confrères qui le fera à notre place et donc on peut éventuellement se mettre en danger. Ce serait dommage. Alors, entre l'assureur et le courtier, est-ce qu'il y a une compétition pour voir qui propose ses services auprès du client ? Alors, de ce que je pense, peut-être que certains courtiers ou intermédiaires de la place voient ça éventuellement comme une concurrence en considérant que les services que eux développeraient pour leurs clients en lieu et place des services proposés par les assureurs auraient plus d'intérêt. C'est tout à fait respectable comme choix. Je pense pour ma part qu'il faut plutôt voir la complémentarité que la concurrence. Je m'explique.
depuis quelques années, il faut reconnaître que les budgets, les ressources plus largement allouées par les organismes d'assurance au développement de nouveaux services, sans parler des investissements qui peuvent être faits dans les startups, sans parler derrière de tous les partenariats qu'il peut y avoir avec le monde scientifique, médical ou autre, fait qu'il est objectivement assez difficile dans le temps de pouvoir avoir un niveau de ressources suffisant pour pouvoir durablement concurrencer tout ce qui se crée et rester toujours en haut du jeu. Ça, c'est ma vision. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux, à mon sens, plutôt voir comment, fort de la compréhension du marché et des besoins du client, assembler au mieux, finalement presque intervenir en assistance à la maîtrise d'ouvrage du déploiement de ces services, plutôt que de prendre le risque de mettre en place un service en considérant que ça va permettre de ratisser aussi large que tout ce qui est proposé par le marché, en mieux. C'est un choix en tout cas qui peut se faire, mais qui à mon avis nécessite des ressources extrêmement importantes que très peu d'intermédiaires pourraient avoir. Alors, vous êtes aux premières loges des intérêts, des besoins des entreprises. Quel type de service vous avez vu émerger récemment dans les appels d'offres qui soient pas généralisés à date, c'est-à-dire la téléconsultation, le deuxième avis, mais non, c'est un must-have, tout le monde a ça dans sa palette. Quelles sont les dernières tendances de demande de services pour les entreprises ? Alors là aussi, c'est très intéressant parce que je trouve que ce soit au niveau des intermédiaires, j'en ai parlé, mais également au niveau des clients, la méconnaissance et la sensibilité éventuelle avec ces services fait que pour certaines entreprises, le fait même de parler de choses qui peuvent sembler élémentaires comme la téléconsultation ou un deuxième avis médical est déjà un vrai plus. Donc finalement, la question de la différenciation passe avant tout sur la capacité à pouvoir au moins faire connaître ce qui existe et s'assurer que ça va correspondre à l'agenda social et aux besoins de l'entreprise. Dit autrement, toutes les entreprises n'ont pas de la semaine de la QVT. Certaines le déploient et celles qui vont le déployer pour le coup verraient un intérêt réel à prendre certains des services, même s'ils ne sont pas extrêmement innovants, pour les déployer. Le fait éventuellement d'organiser la venue d'ostéopathes éventuellement sur site ou tout simplement en septembre-octobre organiser une campagne de vaccination antigrippale, ce n'est pas fondamentalement révolutionnaire. Néanmoins, pour des entreprises qui n'ont jamais fait ça et qui commencent à déployer davantage des actions en matière de RSE, de bien-être, eh bien pour elles, c'est un vrai impact. Ça, c'est vraiment la première remarque. Après, sur les services qui se mettent en place, on voit quand même, je trouve, encore plus de volonté de la part des organismes d'assurance d'accompagner les entreprises sur une meilleure connaissance de l'absentéisme, plus largement. Donc, il y a un certain nombre de services comme Datamap, évidemment, qui existent, des services qui sont proposés par le GAN, d'autres services qui sont proposés soit par des intermédiaires directement, soit par des prestataires indépendants pour bien comprendre les composantes de l'absentéisme, où sont les points durs en termes de critères et d'indicateurs. Mais c'est aussi de voir comment aller au-delà et commencer à travailler sur l'embarquement des managers, aussi sur l'accompagnement à la reprise d'activité, éventuellement le fait de traiter ou comment accompagner des salariés qui sont en longue maladie et par exemple qui ont des cancers. Donc on va voir que là aussi les sujets commencent un peu à muter et qui font écho finalement aux évolutions sociétales qui sont les nôtres. J'en citerai deux. Le premier élément, c'est le sujet de la parentalité. Nous avons eu chez AGO l'occasion de faire un livre blanc en la matière pour expliquer ce qu'il était possible de mettre en place via l'assurance, via les services, mais également en termes d'action RH, d'aménagement du travail, d'organisation et autres. Donc on voit que la parentalité est un sujet qui participe là aussi à la qualité de vie au travail, au recrutement qui peut être fait, et puis aussi à l'égalité professionnelle homme-femme notamment, qui sont des grandes thématiques RH. Et le deuxième sujet est le sujet de l'aidance. Et le sujet de l'aidance est un sujet qui est à la fois RH, à la fois organisationnel, et qui, là aussi, est un sujet dans l'air du temps par rapport à la 5e branche de l'assurance maladie, par rapport au vieillissement de la population, et là aussi qui soulève des vrais enjeux. Je rappellerai simplement que l'aidance est quelque chose qui impacte souvent des salariés qui sont entre 40 et 55 ans. Quand ils sont impactés, très souvent, les salariés concernés, de par la charge mentale, de par le travail qu'ils doivent faire, soit pour l'aidance, pour les ascendants, mais aussi pour les descendants,
des salariés qui ont un enfant handicapé et qui doivent s'en occuper, c'est aussi de l'aidance avec un impact, là aussi, en termes de charge mentale et de gestion quotidienne. Et donc, ça a des impacts non seulement en termes d'organisation du temps de travail, mais aussi de voir comment est-ce que l'entreprise peut être accompagnée avec, pourquoi pas, une conciergerie en matière d'aidance pour essayer d'aider sur les différentes formalités, mais également permettre aux salariés concernés d'avoir plus de facilité dans les démarches à réaliser. Donc, on voit qu'effectivement, il n'y a pas deux entreprises qui vont avoir les mêmes thématiques en cible. Néanmoins, on voit que certains assureurs cherchent à étoffer davantage l'approche catalogue autour de ces thématiques. Merci. Tous ces services ont un coût. On arrive au sujet un peu qui fâche. Quel modèle économique pour ces services? Alors, de manière assez triviale, vu que ce sont les entreprises et les salariés qui en sont les bénéficiaires, d'une manière directe ou indirecte, ce sont elles qui s'en retrouveront à le financer. Alors, il faut rappeler, je pense, qu'il y a aussi des évolutions en termes de discours et en termes de position de la part des organismes d'assurance en la matière. Je pense qu'il y a trois familles ou trois poches de financement par rapport aux services concernés. Premier sujet, les services directement pris en charge par l'assureur sur ses frais dans la prime d'assurance. Là aussi, on va retomber sur le noyau dur, la téléconsultation, le deuxième avis médical, des services qui sont vraiment proposés en dur par chaque assureur. Ensuite, on va avoir des services qui seront éventuellement optionnels, là aussi soit en lien avec un catalogue, soit éventuellement liés à une poche de financement qui pourrait être sollicitée en lien avec des prestataires choisis par l'entreprise. Ce sera ce qu'on appelle notamment l'action sociale ou les hauts degrés de solidarité, puisque je rappelle que les régimes santé et ou prévoyance qui font écho à des obligations conventionnelles doivent prévoir 2% de financement dans les primes, et ces 2% constituent une poche, là aussi, de financement permettant d'être utilisés pour financer des services qui vont au-delà de ce que j'appelle ce noyau dur. Troisième type de service, évidemment, ce sont simplement les services au sens extrêmement large. On aura par exemple de la formation en la matière, souvent, ou l'intervention de consultants tiers, qui peuvent parfois être des missions au long cours ou régulières, qui sont rarement financées par les assureurs, ou en tout cas durablement. Donc c'est à l'entreprise de le prendre à sa charge. Et là, pour le coup, eh bien, c'est du budget formation, éventuellement directement par l'entreprise. Mais les organismes d'assurance, souvent, permettent de faciliter la mise en relation avec ce type de prestataire. Et là où je voudrais simplement mettre le doigt sur un élément nouveau de discours qu'on entend depuis 2-3 ans, je trouve, c'est le fait que ce haut degré de solidarité, ce financement des 2%, permet en effet d'être littéralement une poche que certains assureurs n'hésitent pas à mettre en avant. Pourquoi ? Parce que finalement, cette poche de financement, elle est dans les faits, même si les assureurs ne le crient pas sur les toits, assez peu utilisée. Donc, quelque part, on pourrait presque faire l'analogie avec le budget formation d'il y a quelques années, en disant écoutez, vous le payez, donc autant que ce soit utilisé et tapé dedans. Et on est exactement dedans. On a certains des organismes que j'ai évoqués tout à l'heure qui disaient mais écoutez, même si nous ne sommes pas assureurs, demandez à votre assureur de prendre en charge toute ou partie de la facture de notre intervention au titre de ces services, parce que vous pourrez justement taper dans ce financement au titre des 2%. Et donc, on retombe sur la question du rôle qui est le nôtre. Non, je n'en ai pas, je suis désolé. Bon. En revanche, le rôle qui sera le nôtre, ce sera effectivement de voir comment conseiller les entreprises aussi sur l'utilisation de ce budget. Et je pense que la connaissance qu'on a de ce qui peut ou pas rentrer dedans mérite d'être évoquée. Quand vous mettez en place, par exemple, une action de sensibilisation sur le cancer pendant Octobre Rose ou Movember financé par un Prédi Life et qu'il y a un budget et qu'éventuellement l'assureur peut être mis à contribution avec ces 2%, ça a un intérêt. Et donc je pense qu'entre l'entreprise qui dit bon, j'aimerais bien faire quelque chose, nous dire écoutez, il y a un prestataire comme Prédi Life, mais il y en a sans doute d'autres qui pourraient être intéressants, rencontrez-les et dire très bien, mais comment est-ce que je peux financer ça ? Écoutez, on peut peut-être essayer de regarder avec l'assureur si tout ou partie pourrait être financé. On voit comment il y a déjà un certain nombre de séquences sur lesquelles nous, on peut avoir une contribution. Et la dernière brique, c'est dire comment est-ce qu'on peut également vous aider dans cette communication sociale en lien avec votre service RH, en lien avec votre service marketing éventuellement, pour travailler à valoriser toutes ces actions et créer de l'impact auprès de vos salariés. Est-ce que les assurés, est-ce que faire payer les assurés, ça se fait ?
Alors, tout se fait à partir du moment où les personnes intéressées y voient un intérêt. Je pense qu'on retombe toujours sur cette difficulté à dire que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et à côté de ça, dire on va mettre en place quelque chose qui va vous coûter 50 centimes, 1 euro par mois, j'en sais rien, qui finalement n'est pas utilisé, qui tombe dans l'oubli, et bien finalement, je pense qu'on tape à côté de l'exercice. Donc, toute la question va être de voir comment éventuellement permettre de mettre en place ce genre de service avec un modèle économique à inventer, là aussi, pour que toutes les parties s'y retrouvent, et voir à ce moment-là si c'est justifié ou pas. Par exemple, nous avons mis en place chez AGO pour nos assurés, avec un fournisseur qui s'appelle Glady, la possibilité pour les salariés de pouvoir s'inscrire et bénéficier, là aussi, de réductions tarifaires auprès d'un certain nombre d'enseignes. Si demain, ces assurés qui bénéficient de ces services avec un vrai impact sur le pouvoir d'achat se voient éventuellement demander une contribution, peut-être qu'ils verront la chose différemment que aujourd'hui, est-ce que vous saviez que depuis 5 ans, vous avez la téléconsultation? Non, première nouvelle. Est-ce que ça vous intéresserait de payer 50 centimes à 1 euro pour le garder? Écoutez, je ne sais pas, je m'en suis jamais servi, non, je ne vois pas l'intérêt. Donc en fait, on retombe sur la question de la communication et de la valorisation du service. Après, effectivement, la chance de notre modèle économique et celui de l'assurance, c'est de pouvoir essayer d'intégrer de manière un peu maligne le maximum à l'intérieur de la prime d'assurance, au niveau des frais, pour faire en sorte qu'on puisse, là aussi, éviter de peut-être afficher un coût qui semblera être un irritant et plutôt valoriser effectivement le coût dans son ensemble. Alors, vous avez évoqué beaucoup de services de prévention finalement. Est-ce qu'il y a moyen de créer des passerelles entre la prime d'assurance et les services de prévention qui évitent que les coûts s'envolent? Quand je disais que Mariona était vraiment redoutable, posez les bonnes questions, Mariona. Alors oui, c'est évidemment une question extrêmement structurante, c'est la question du retour sur investissement. Et depuis maintenant une vingtaine d'années que je suis dans cette industrie, je dois reconnaître qu'il y a finalement extrêmement peu de données permettant d'établir un retour sur investissement extrêmement clair. Alors quand on parle des services, on parle évidemment beaucoup des services aux assurés, aux RH, autour de la QVT, autour de la santé, autour de la prévention. Mais il ne faut pas non plus exclure des services qui vont retomber autour, par exemple, de la lutte antifraude, par exemple. Et là-dessus, il faut reconnaître que les réseaux de santé comme Santé Claire ont un rôle à jouer. On a aussi des prestataires indépendants comme Shift. Décidément, il a trouvé le tire-bouchon, je pense. Des prestataires indépendants comme Shift qui ont aussi des vraies idées très intéressantes et innovantes. Donc on a effectivement tous ces services à mettre en musique. Et là, pour le coup, la question du retour sur investissement est beaucoup plus palpable. Et d'ailleurs, ça fait partie du modèle économique parce que, compte tenu des investissements éventuellement ou du coût certains liés au déploiement de ce genre de services dont bénéficieront finalement non seulement l'entreprise et les assurés dans la maîtrise des coûts, mais également dans l'évolution de la sinistralité pour l'assureur, eh bien, il est, de mon point de vue, indispensable de bien apprécier justement ce retour sur investissement. Et là, on a un peu plus de données. Mais je pense que dans la quasi-totalité des services qui vont directement intéresser la RH, directement intéresser les assurés, on sera beaucoup plus dans une approche de RSE, de politique de qualité de vie au travail, ou plus largement de marque employeur sur lequel le retour sur investissement est moins prégnant. Alors, une dernière question. Il y a quelques années, il y avait des services qui ratissaient très large, des services très généraux, un dépistage pour tous les salariés. Aujourd'hui, on voit émerger des services plus ciblés sur des gens qui présentent déjà une pathologie chronique, des services de prévention tertiaire. Est-ce que vous pensez que l'avenir est là-dedans, dans des services pour moins de personnes, mais plus pertinents parce qu'ils concernent une pathologie concrète et avec un impact majeur? Là aussi, même chose, c'est un vrai arbitrage en termes de politique sociale. Si on veut marquer les esprits, si on veut derrière ancrer en termes de message RH l'impact du service mis en place, ma conviction est qu'il faut plutôt chercher à avoir aussi quelques services phares ou quelques sujets auxquels l'entreprise, dans le cadre de sa politique de marque employeur et RH, souhaite mettre l'accent. Je vais prendre un exemple. Chez AGO, nous avons mis en place un partenariat pour les salariés et conjointes de salariés avec la société Live, qui, par exemple, met en place une application d'accompagnement et d'aide pour les femmes qui subissent l'endométriose.
C'est une réalité qui touche à peu près 10% des femmes en France. Et donc là, pour faire écho effectivement à ce que venait de dire Mariona, c'est qu'on est typiquement dans vraiment une pathologie qui va toucher vraiment une partie de la population. Mais il nous semble important d'afficher cette conviction, de dire voilà, nous on s'engage pour nos salariés, les conjoints de nos salariés qui sont victimes de ce type de pathologie et qui ont des conséquences extrêmement graves au quotidien. Donc je pense effectivement qu'une des difficultés des entreprises va être de gérer le grand écart entre des services qui vont bénéficier un petit peu à tout le monde, voilà, un peu ce noyau dur, et après des services spécifiques qui vont permettre de taper plutôt sur un angle pour renforcer justement la marque employeur et dire que ça fait écho à la position de l'entreprise vis-à-vis des femmes, sur là aussi l'égalité hommes-femmes, etc. Et je trouve effectivement que quelle que soit la thématique, on a parlé beaucoup de la santé, il y a aussi la prévoyance, là aussi sur l'accompagnement de salariés qui ont des cancers ou par exemple qui ont fait un burn-out pour la reprise d'activité, comment est-ce qu'on redonne confiance à la personne, comment est-ce qu'on l'accompagne éventuellement avec du coaching postural si la personne a des troubles musculo-squelettiques. Il y a une foultitude de sujets et je trouve effectivement intéressant qu'au bout du bout, notre rôle en tant qu'intermédiaire, c'est que compte tenu de la connaissance que nous avons des organisations et des besoins de nos clients, nous devons être en capacité d'aider le client dans la formulation de ce besoin et donc des objectifs. Et là, pour le coup, lui dire, voilà la solution que nous pensons adapter et voilà comment on peut même vous aider à trouver les sources de financement pour faire en sorte qu'on enlève les cailloux pour vous permettre d'avancer sur ce chemin qui est votre politique sociale. Merci beaucoup Charles-Philippe. Je pense qu'on peut l'applaudir, il a été bon. Il s'est fait cuisiner par Mariona. Merci Mariona. Donc on l'aura retenu, les services, ça doit être un axe majeur pour les courtiers aussi. Ça fait partie du devoir de conseil et ça permet de parler d'autre chose que d'assurance.